Non. La maladie thromboembolique veineuse et les grossesses, prise en charge des femmes à risque de récidive, événements thromboemboliques durant la grossesse et le postpartum. Ah oui, par Madame Mahé. Donc, bonjour à tous. À Louis Mourier, c'est très près de Bichat, et pourtant voilà, on ne se voit pas Paris assez. 7. Voilà, exactement. Bonjour à tous. Donc, encore une fois, merci. Je suis ravie d'être avec vous aujourd'hui pour aborder le sujet de la maladie veineuse thromboembolique chez la femme. Et j'aurai à cette occasion l'opportunité de vous présenter les recommandations tout à fait récentes établies par le groupe de travail de InnoVTE avec méthodologie AGS sur cette pathologie. Alors, est-ce que c'est une pathologie encore d'actualité? Je dirais malheureusement oui. On pourrait penser que la maladie veineuse thromboembolique de la grossesse n'est pas aussi grave de nos jours que ce qu'elle a pu l'être. Et il n'en est rien, puisque comme vous le voyez ici sur cette enquête épidémiologique, l'embolie pulmonaire reste la deuxième cause de mortalité chez la femme. Et le plus ennuyeux de tout ça, c'est que la majorité des cas, 60% d'entre eux, après analyse des dossiers, sont considérés comme étant évitables, ce qui fait qu'il faut qu'on fasse mieux, qu'on aborde mieux la prise en charge thérapeutique de ces patientes. Alors, qu'est-ce qu'on a à notre disposition? Pas grand-chose, parce que vous savez que les femmes enceintes sont très classiquement exclues des essais thérapeutiques, ou plus particulièrement non incluses d'ailleurs, et ce qui fait que les recommandations, les données qu'on a, viennent d'une part pour l'efficacité de l'extrapolation des essais thérapeutiques en dehors de la grossesse, et pour ce qui est de la tolérance, viennent essentiellement de registres d'études observationnelles qui, poulées et mises ensemble, ont fini par aboutir à des recommandations, surtout par les experts. Ces recommandations, du fait de la faiblesse méthodologique des études qui la supportent, sont évidemment de faible grade. Alors, comme vous le savez, on n'a pas beaucoup d'anticoagulants qu'on puisse utiliser chez la femme enceinte. On peut utiliser les héparines de bas poids moléculaire et l'héparine non fractionnée. À côté de ça, on n'a pas grand-chose. Les AOD sont contre-indiqués et les AVK sont utilisables que pour une petite fenêtre, comme vous le savez, en raison d'une part de leur toxicité pour le fœtus, mais aussi en raison de leur risque hémorragique. Et donc, il faut qu'on en sache plus pour les héparines de bas poids moléculaire pour pouvoir les utiliser. Et comme je vous le disais, ce qu'on a, c'est des registres. Je vous en ai cité deux. Il y en a plus. Une première étude publiée en 2005 qui avait regroupé 2777 grossesses avec essentiellement des patientes qui recevaient une héparine de bas poids à dose prophylactique. Je vous rappelle que ce n'était pas autorisé à l'époque par les RCP des produits, et un petit nombre, 174 de grossesses à dose curative. Les données étaient plutôt rassurantes, avec un faible nombre de récidives et un risque hémorragique relativement faible. Plus récemment, on a une méta-analyse publiée donc en 2013 qui s'est intéressée à 981 grossesses, cette fois-ci avec des patientes avec un événement veineux thromboembolique, donc des patientes avec des doses curatives d'HBPM. Et là encore, on est tout à fait rassuré avec un risque de récidive veineux thromboembolique relativement faible. Le nombre total est de 16 et la majorité des récidives d'embolie pulmonaire, en tout cas, sont survenues sur doses héparines non fractionnées. Pour le risque hémorragique, là aussi, les taux sont relativement rassurants, surtout celui de 1% qui concerne le risque d'hémorragie majeure et introduction du traitement, qui est celui pour lequel on avait le plus d'interrogations. Alors, une fois qu'on a dit qu'on est content, qu'on est rassuré par le fait d'utiliser des héparines de bas poids moléculaire, après, on va se dire laquelle et à quelle dose et combien d'injections, et est-ce qu'il faut mesurer l'anti-DISA? C'est les questions qui reviennent le plus classiquement. Je vous ai mis ici une étude observationnelle, elle aussi, qui a consisté à mesurer des activités anti-DISA au pic et au creux chez des patientes qui recevaient des héparines de bas poids moléculaire. On s'aperçoit que la patiente reçoive un régime en une injection par jour ou en 2 injections par jour. On n'a pas grande différence pour ce qui est du pic, mais en ce qui concerne le résiduel, on a une petite augmentation qui n'est pas énorme en rapport avec l'augmentation du volume de distribution chez la femme enceinte.
et qui fait qu'on n'a pas de préférence à utiliser 1 ou 2 injections par jour. En clair, et voici les recommandations dont je vous ai parlé au début de l'intervention, en pratique, on a un événement veineux thromboembolique chez une patiente qui est enceinte. Donc il est recommandé, avec un grade fort, de ne pas utiliser des antivitamines K, ni le Fondaparinux, ni les AOD chez cette patiente, mais d'utiliser des héparines de bas poids moléculaires, selon des schémas déjà validés en dehors de la grossesse, schéma en termes de nombre d'injections, mais également de doses. La dose doit être fixe, adaptée au poids de la patiente, au moment de l'événement veineux thromboembolique, ou au début de la grossesse. On ne va pas adapter la dose tout au long de la grossesse. On choisit une dose et on continue la même tout au long de la grossesse. Il est recommandé de ne pas surveiller les plaquettes, de ne pas surveiller l'activité anti-DISA chez ces patientes, ni d'adapter les doses d'HBPM. Si par hasard on vous rapporte un dosage qui aurait été fait, il est recommandé de ne pas en tenir compte pour la dose d'HBPM à administrer. Alors, il peut survenir des cas d'embolie pulmonaire à haut risque et des patientes enceintes et également en post-partum. Donc, il faut faire exactement comme si la patiente n'était pas enceinte. L'important, c'est d'avoir vraiment une prise en charge collégiale avec les anesthésistes et les obstétriciens pour anticiper que la prise en charge de l'accouchement se passe bien et en meilleure coordination possible entre les différents spécialistes. Il peut arriver qu'on ait recours à la thrombolyse, et dans ce cas-là, il faudra utiliser plutôt l'altéplase qu'un autre, du fait de l'absence de passage de la barrière placentaire. Pendant le postpartum, donc, on va plutôt utiliser une héparine de bas poids moléculaire, là encore, avec un relais par traitement oral, il n'y a pas de problème dans ce cas-là. Si la patiente veut allaiter, à ce moment-là, on va plutôt utiliser la warfarine plutôt qu'un autre AVK. Et si jamais vous faites ce relais, il est recommandé de ne pas le prendre trop tôt, puisqu'il est possible que des complications hémorragiques surviennent en postpartum. Donc en général, le relais, on le commence avec un petit décalage de quelques jours. Là, ça vous paraît une diapositive qui est un petit peu compliquée. En résumé, il faut, ce que je vous disais tout à l'heure, c'est vraiment travailler en collégialité entre les différents spécialistes pour juger le meilleur moment où, quand la patiente est toujours sous héparine de bas poids moléculaire au moment de l'accouchement, comment on va gérer ça, à quel moment on va arrêter, à quel moment éventuellement on va reprendre une héparine non fractionnée pour les patientes qui ont eu un événement veineux qui serait survenu peu avant l'accouchement. Là, c'est vraiment une affaire de spécialistes et ça va moins nous concerner en pratique courante, en tout cas en pratique de ville. Combien de temps on va traiter ces patientes et en postpartum? Là, les données sont très très claires. On voit que le risque de récidive, il est surtout important dans les premières semaines qui suivent l'accouchement, alors qu'après, il se revient la moyenne générale. Et c'est la raison pour laquelle la durée du traitement est la suivante. Si la thrombose survient pendant la grossesse, on va traiter pendant toute la grossesse et les 6 semaines du postpartum, puisqu'on a vu que c'est cette période qui est la plus critique, avec une durée minimale totale de 3 mois. Vous voyez que c'est un grade 1. Alors que si la thrombose est survenue, elle, dans le postpartum, à ce moment-là, on va traiter 3 mois. Là aussi, ce sont des recommandations claires et de haut grade. Donc, en conclusion, chez la patiente enceinte qui a un événement veineux thromboembolique, les recommandations sont claires et simples. Il est recommandé de prescrire le traitement curatif par héparine de bas poids moléculaire selon les mêmes modalités qu'en dehors de la grossesse, à 1 ou 2 injections selon le schéma de base du traitement que vous allez utiliser, à dose fixe pendant toute la grossesse et sans surveillance ni de plaquettes ni d'activité anti-DISA. Je vous remercie. Merci beaucoup, c'était très clair. J'imagine qu'il y a des questions dans la salle. Jean-Pierre, vas-y. En fait, c'est une question qu'on m'a posée pendant un DPC il y a 2 jours. Si on a une femme qui a une prothèse valvulaire mécanique, qui est sous anticoagulant, sous AVK, on arrête et on relaie. Alors, théoriquement, c'était des héparines non fractionnées, la calciparine. La question, est-ce qu'on peut relayer par une HBPM? Dans le livret, normalement, notamment du Lovenox, il est écrit qu'il ne faut pas.
Non, oui, voilà. Mais moi, j'avoue que je le fais. Moi aussi. Voilà. Mais j'avais pas d'argument très solide. Je le fais. C'est vrai que c'est complètement hors AMM. C'est suite à une étude qui avait été faite, mais on sait quand même plus ce qu'on fait avec une héparine de bas poids moléculaire qu'avec de l'héparine non fractionnée. Mais c'est écrit le contraire dans le Vidal. On est bien d'accord. Le problème, c'est que c'est une question de données. Quand on met une héparine non fractionnée, le temps qu'on ait une héparinothérapie efficace, on va mettre très 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 longtemps. Avec une héparine de bas poids, on sait exactement ce qu'on fait, on a une activité qui est assez rapide. Après, c'est une question de données, de biais de l'étude qui avait conduit à cette limitation dans les libellé d'AMM. Et bon, c'est vrai que les agences, on peut le comprendre, quand il y a une alerte, le signal, mais bon. Oui. Oui, l'absence de surveillance biologique des plaquettes et de l'activité anti-10A, c'est parce qu'il n'y a pas de risque de TIH ou de surdosage. Alors, on a repris toute la littérature, notamment avec Florence Parent sur ce sujet-là, toutes les cohortes, tous les gens qui avaient surveillé, qui n'avaient pas surveillé, et on s'est aperçu qu'en fait, il n'y avait pas de bénéfice à surveiller. Effectivement, il n'y a pas eu de TIH, il n'y a pas eu d'événement qui justifierait de faire cette surveillance. Donc, encore une fois, ça repose essentiellement sur des études observationnelles. Il y a des gens qui ont fait, il y a des gens qui n'ont pas fait, et on se rend compte que ça marche aussi bien sans cette surveillance, donc pourquoi la faire? Après, qu'est-ce qu'on ferait des résultats? Justement, j'allais poser la question, vous avez dit tout à l'heure que si on a un résultat qui est fait, on n'en tient pas compte. Bah donc autant ne pas demander l'examen. Oui, mais si on a le résultat qui est fait par quelqu'un d'autre... C'est pour ça que j'ai fait exprès de mentionner. Une activité anti-DISA, alors qu'on n'a pas d'études ou d'essais qui nous dit comment adapter le résultat, je ne sais pas quoi en faire. Même dans le traitement de la maladie veineuse en dehors de la grossesse, il ne faut pas en faire. Qu'est-ce qu'on en fait? Je ne sais pas. Aucun essai n'a guidé la dose ni la stratégie thérapeutique à l'activité anti-DISA. Il y a une question là-bas. Entre-temps, je profite. Par rapport à la patiente qui a besoin d'une thrombolyse, une femme enceinte, je reviens sur notre sujet, et qui est fait une embolie pulmonaire massive, comment vous faites le choix entre la thrombolyse et la CEC, enfin la chirurgie? Alors là, franchement... Parce que là, dire qu'il n'y a pas de contre-indication, enfin qu'on peut faire une thrombolyse chez la femme enceinte, est-ce que vous pouvez nous dire un peu plus sur quelle base, ou est-ce que c'est des histoires de chasse qui ont été racontées et que ça s'est bien passé, ou est-ce qu'on a vraiment une base solide pour dire maintenant, parce que bon, très clairement dans notre service, on n'a pas tous les jours des femmes enceintes qui font une embolie pulmonaire, mais quand on en fait une, c'est toujours un événement tel qu'on s'appelle, et en général, ces patients vont vers la chirurgie cardiaque, avec tous les risques qu'évidemment qu'on prend. C'est une discussion... Par rapport à la thrombolyse, qu'est-ce que vous avez comme argument pour dire qu'on peut thromboliser une femme enceinte? Le produit ne passe pas la barrière placentaire, en tout cas celui-là, et des cas qui sont rapportés. Vraiment, ça repose sur ça, sur des expériences qui ont pu être rapportées et publiées. Après, personne ne dit qu'il vaut mieux faire l'un ou l'autre. On dit que s'il y a besoin d'une thrombolyse, on peut le faire avec ce produit. On ne dit pas qu'il faut thromboliser. C'est là où c'est si une décision de thrombolyse est faite. Maintenant, la discussion entre chirurgie ou thrombolyse, elle doit être faite. Cette recommandation m'a gêné vraiment, parce que je trouvais qu'à partir de quelques cas, faire des recommandations, à la limite, il vaut mieux ne pas faire de recommandations que sur quelques cas, ça me paraît... C'est si une décision de thrombolyse est prise, en fait. Il n'y a pas de décision de thrombolyse, il y a une décision d'embolectomie en quelque sorte. Alors par voie thrombolytique ou par voie chirurgicale. On est dans une embolie pulmonaire aiguë, grave, et qui nécessite un geste. Est-ce qu'il faut thromboliser une patiente sur quelques cas? On peut le faire je dirais, parce qu'en sauvetage, la patiente ne va pas bien, on n'a même pas le temps, on le fait à advient ce que pourra. Mais de recommander, c'est ça qui je me posais comme question. Je ne sais pas si Patrick, tu as des... La chirurgie n'est pas accessible partout. Oui, avoir cette possibilité-là... On vous repasse le micro, promis. Je me rapproche de toi, comme ça je te le redonnerai tout de suite. Le commentaire, c'est si tu es loin d'un centre expert capable de faire une thrombectomie endovasculaire, ne recule pas et fais la thrombolyse. C'est en gros ce que veulent dire les recommandations. Et tu sors l'actylyse. Si par contre tu es dans un centre expert qui a une solide expérience d'un geste endovasculaire ou d'une thrombectomie chirurgicale, mais plutôt endovasculaire... Oui, endovasculaire, bien sûr. Ça dépend de ton expérience. Et ça dépend aussi si tu es proche du terme ou pas.
Parce que si tu te sens une césarienne dans la foulée et que tu viens de thromboliser la patiente, gros souci. Donc, C'est ça. tu vois, mais les recommandations qui sont faites là, c'est de te dire si vous voulez utiliser le RTPA, vous pouvez le faire. D'accord. Question suivante. Oui, Merci beaucoup, Patrick. C'est dans la même lignée de ce que j'ai présenté il y a sur la thrombolyse dans la thrombose veineuse profonde. Est-ce que dans ces recommandations, vous avez tenu compte des différences entre une thrombose distale et proximale? Et dans la même lignée, est-ce qu'il y a une place à la fois dans le dernier trimestre ou même pendant la grossesse et surtout dans le postpartum pour un acte agressif qui peut être de la thrombolyse in situ ou pharmacomécanique, voire même chirurgicale sur une thrombose fémoro-iliaque gauche avec bien évidemment, le plus souvent des cas, une compression extrinsèque de la veine iliaque? Non, on a traité TVP proximale et embolie pulmonaire. On a donc été jusqu'à parler de la thrombolyse, mais bon, dans l'embolie pulmonaire, mais pas du tout dans les thromboses. Là, il y a encore moins de cas qui seraient rapportés dans cette situation-là. Donc non, ça n'a pas été, on l'a pas traité. J'avais une toute petite question. Vous avez montré quels produits on peut utiliser et lesquels on ne peut pas. Mais est-ce que le seuil de déclenchement de l'indication, je parle de la maladie thromboembolique, je ne parle pas des indications valvulopathie, etc., est-ce que les indications, on les déclenche au même moment? C'est-à-dire que le seuil de prescription, vous le fixeriez au même moment ou pas? C'est-à-dire autoriser l'HBPM alors qu'il n'y a pas d'essai, c'est ça? Vous diriez à partir de combien de cas on peut dire Non, qu'on je peut... parle de la symptomatologie, des éléments cliniques et paracliniques qui peuvent vous amener à décider. Est-ce que vous essayeriez autre chose? Est-ce que c'est une thérapie en désespoir de cause ou est-ce que c'est une thérapie courante qu'il ne faut pas hésiter à utiliser comme on le ferait chez une patiente qui aurait le même épisode alors qu'elle ne serait pas enceinte? Non, moi j'hésite pas du tout. On est vraiment très à l'aise avec les héparines de Papa moléculaires dans la grossesse. On a C'est la maintenant question, un grand degré de c'est la confiance. réponse que je souhaitais. Très bien. Merci beaucoup, Isabelle. Merci.